Pierre Gattaz, président du MEDEF. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour à tous, bienvenue dans ce grand jury. Bonjour Pierre Gattaz. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. À mes côtés pour vous interroger, Guillaume Roquette du Figaro Magazine. Bonjour. Bonjour. Et Christophe Jacubizine de TF1 LCI. Bonjour à vous. Dans cette émission séquence droit de suite, Marie-Pierre Haddad de la rédaction numérique de RTL nous rejoindra à 2 reprises pour vous interpeller. Ce seront les questions et les interpellations des auditeurs et téléspectateurs qui peuvent toujours nous en envoyer. Simplement, c'est assez simple, Facebook ou Twitter, hashtag le grand jury. Et donc, nous vous relayerons ces questions des auditeurs et téléspectateurs. Une première question, bien sûr, avant d'en venir aux dossiers économiques. Pierre Gattaz, c'est l'attentat dans l'Aude qui a endeuillé notre pays. Il y a actuellement une messe à Trèbes. C'est un lieu de vie, le supermarché, pour beaucoup de Français. Ils y vont parfois quotidiennement. Est-ce que vous pensez qu'il faut protéger davantage ces endroits-là pour éviter un effet de psychose et rassurer les Français ? Bon, d'abord, c'est un drame épouvantable, avec un acte héroïque d'un lieutenant-colonel. Les pensées vont vers toutes les victimes, les familles. Oui, il faut prévenir, bien sûr, mais il faut anticiper. Il faut que ce type d'acte ne revienne plus et qu'on s'organise pour prévenir, pour que ça ne se passe plus. C'est-à-dire qu'il faut quoi ? Davantage de vigiles que les supermarchés embauchent ? Est-ce qu'il faut qu'il y ait les militaires, la police nationale ? Du curatif, défendre, protéger, bien évidemment, mais ça ne suffit pas. Je crois qu'il faut prévenir. Il faut donc mettre toute notre intelligence collective, française, européenne, pour prévenir, c'est-à-dire en effet que détecter, continuer de faire en sorte que, je crois qu'il y a 4000 individus sous fichier S qui pourraient peut-être passer à l'action. Donc il faut qu'on arrive à se mettre en ordre de bataille. Et je crois en même temps, c'est compliqué parce qu'on ne peut pas interner préventivement des fichiers S. Non, mais je crois qu'on est face à une guerre, une bataille importante qui peut toucher tout le monde, y compris dans la ruralité. Et je pense que voilà, il faut s'organiser collectivement. Vous pensez que les fichiers soient mieux contrôlés, mieux... Écoutez, je pense qu'il y a une intelligence qui s'est mise en œuvre depuis quelques mois, quelques années maintenant. Il faut continuer. Nous sommes face à un ennemi qui est diffus, qui est individuel parfois, et donc il faut continuer. Nous avons maintenant des moyens sophistiqués, du numérique peut aider, l'intelligence artificielle, on en parle beaucoup. Mais 40 fichiers S par département, justement, est-ce que vous pensez très concrètement, certains le demandent à droite, qu'il faut qu'ils soient placés sous bracelet électronique ? Écoutez, c'est des questions très politiques que vous me posez là. Moi, je réagis en tant que chef d'entreprise, en tant que citoyen, en tant que citoyens de la France et de l'Europe, et je me dis ce sont des menaces terribles. Maintenant, il y a tout un arsenal à déployer avec des technologies nouvelles. Ce que je sais, c'est qu'on ne peut pas vivre comme ça éternellement dans une peur sournoise où quelqu'un peut arriver et faire un carnage dans une église, dans un centre commercial. Alors j'en reviens à ma première question, est-ce qu'il faut sécuriser les centres commerciaux davantage ? Je vous l'ai dit, je pense qu'il faut davantage sécuriser, bien évidemment, mais je pense qu'il faut faire beaucoup plus de prévention pour... la sécurité ne suffit pas. Je crois qu'il faut, comme en médecine, essayer de prévenir les maladies. Eh bien, essayons de réfléchir collectivement. C'est moins mon sujet, je dirais, évidemment. C'est mon sujet en tant que responsable économique, mais en tant que patriote, il faut mettre tous les moyens en place pour que ça ne se reproduise plus. Il peut y avoir un impact économique, une inquiétude chez les Français, un impact sur la consommation, un effet récessif, ou bien c'est malheureusement un événement isolé et donc sans conséquences pour vous ? Ça a toujours des conséquences, si vous voulez, des conséquences locales, bien évidemment. Ça a toujours des conséquences un peu économiques. Bon, ceci étant dit, ce qui serait terrible, ce serait de s'habituer à ce genre de drame. En effet, ça a toujours des conséquences humaines, sociales, collectives, y compris politiques. Car en effet, il ne faudrait pas que ce type d'acte répété puisse faire montrer, je dirais, des extrémismes ou du populisme dans la population. C'est pour ça qu'au-delà des drames humains que nous vivons, il y a des conséquences aussi politiques pour des pays, pour l'Europe. Donc ce sont des choses extrêmement importantes et qui arrivent souvent à des problèmes de désespoir des gens. Et ça m'intéresse beaucoup, si vous voulez, de parler de ça aussi, parce que nous apercevons que, pour faire un lien avec les gens dans la ruralité ou dans certains pays africains, où on voit une immense pauvreté, du chômage partout, etc., eh bien, vous avez une des raisons, c'est, je dirais, cette pauvreté qu'il faut juguler. Et je crois qu'il faut apporter des solutions à redonner de l'espoir aux gens, de redonner de la confiance aux gens, redonner du travail aux gens.
dans toute l'humanité. Et ça, c'est un rôle important. Et l'économie, l'entreprise peut apporter ce type de solution. L'entrepreneuriat, je dirais, peut apporter. Alors, on va en parler très concrètement par la suite, mais juste, je reviens sur cette question très précise. Est-ce que vous pensez que la conjonction des grèves, dont nous allons parler assez longuement ensuite, et cet effet des attentats dont on ne sait pas s'ils ne peuvent pas à nouveau se produire en France, peut avoir un effet récessif sur l'économie française? Les grèves, si vous voulez, bien sûr que les grèves devraient être en fait un aboutissement de négociations qui ne fonctionnent plus, etc., comme dans beaucoup de pays, comme en Allemagne. Là, aujourd'hui, malheureusement, je ne comprends pas tellement des grèves qui sont des préalables, alors qu'on n'a même pas commencé à discuter ou négocier. On ne voulait pas discuter, mais le gouvernement, par exemple, sur la SNCF, a quand même fixé assez clairement le point d'arrivée, notamment avec la fin du statut des cheminots. Oui, mais ça se discute, ça se négocie. Vous voyez bien, apparemment, la fin du statut ne se discute pas. Oui, mais après, si la fin du statut, c'est pas pour les personnes en place. En plus, ce sont pour les nouveaux arrivés déjà. Donc, toutes les personnes qui ont statut de fonctionnaire aujourd'hui ne sont pas touchées par le sujet. Donc, je pense qu'en effet, de commencer à mettre en place des grèves, et des grèves perlées, comme on le voit, est de nature, en effet, à déstabiliser des salariés qui vont travailler, une économie. Donc, je pense que c'est pas une bonne solution. Il peut y avoir une perte en termes de croissance. En 1995, il me semble que c'était on avait évalué à 0,2% l'impact sur la croissance française, entre 0,1 et 0,2. Est-ce que ça peut être le cas? Est-ce que vous le craignez? Parce qu'on s'attend à 3 mois de grève, comme vous disiez, perlée. On n'est pas comme en 95, si vous voulez, qui était un contexte social, économique, politique totalement différent. Là, nous sommes sur un sujet différent. Là, nous sommes sur le sujet des statuts de la SNCF, des nouveaux arrivants, des nouveaux embauchés, sur une entreprise qu'on aime bien, que les Français aiment bien. Le train, le TGV, la SNCF, c'est une icône nationale. Par contre, nous sommes dans un monde de mouvement, nous sommes dans un monde qui bouge. Nous avons besoin de réformer, de tous nous réformer quelque part, et y compris la SNCF. Nous savons qu'il y a un problème de compétitivité à terme, notamment lié à l'ouverture de ce marché. Eh bien, je crois qu'il faut attendre des cheminots eux-mêmes et de leurs représentants, des syndicats, qu'il y ait une responsabilité pour dire comment on peut réformer pour être plus fort, plus compétitif, et que cette réussite soit partagée par tous. Aujourd'hui, la réponse des cheminots, ce sont donc ces grèves prévues 2 jours par semaine pendant plusieurs mois, avec un impact qui peut être important sur l'économie, les salariés qui ne peuvent plus aller travailler. Est-ce que vous trouvez que ce droit de grève devrait être davantage encadré pour diminuer la capacité de nuisance? Mais je crois qu'il y a déjà eu des progrès qui ont été faits, d'ailleurs, dans les années 2007-2012, si je me souviens bien, pour réduire, en effet, un droit de grève ou l'encadrer un peu plus avec un service minimum dans la fonction publique, qui me paraissent des bonnes choses. Après, encore une fois, si vous voulez, moi, ce que je conteste, c'est le fait qu'on commence par une grève alors qu'on n'a pas commencé à discuter, négocier et se concerter entre nous. La grève devrait être l'ultime recours. Or, aujourd'hui, on fait, comme d'habitude, on met la charrue avant les bœufs. Moi, c'est ça que je regrette profondément et que je trouve inadapté par rapport à la situation actuelle, notamment de la SNCF qui doit évoluer, nous le savons tous. Donc vous encouragez le gouvernement dans cette réforme? Bien sûr. Et vous n'êtes pas peur que ces grèves deviennent, comme en 1995, à un moment donné, des grèves par procuration? Parce qu'on l'a bien vu, les revendications des salariés sur leur pouvoir d'achat, d'abord parce que les salaires ne progressent pas beaucoup, ensuite parce qu'il y a eu de nouvelles taxes qui ont grévé le pouvoir d'achat. Est-ce que vous n'avez... il y a l'indice du salaire mensuel dans le secteur privé a augmenté de 0,2% seulement au 4e trimestre. Est-ce que vous n'avez pas peur, au fond, que même si ce n'est pas forcément les préoccupations des Français, la fin du statut, que quelque part, il se dit au moins des gens luttent par procuration pour nous? Si vous voulez, la difficulté qu'on a aujourd'hui de la France, c'est que la France n'a pas été réformée depuis 30 ans. Et donc aujourd'hui, nous avons un gouvernement et un président de la République qui veut réformer la France. Chose attendue du reste du monde et de tous nos partenaires européens. Donc je crois qu'en effet, avant de partager la richesse, il faut la créer. C'est fondamental. Et c'est bien là où c'est compliqué d'expliquer à tous nos amis français, nos compatriotes, qu'il faut recréer la richesse. Il faut donc relancer la machine économique, qui a été très mise à mal depuis 30 ans. Eh bien, aujourd'hui, les chefs d'entreprise ont retrouvé la confiance. Les investisseurs étrangers ont retrouvé la confiance sur le pays. Et les profits aussi, quand on voit les profits du CAC 40, vous avez retrouvé en partie oui, les bien profits, sûr. Les marges. Mais c'est important. Mais vous craignez que ces grèves viennent casser cette dynamique-là? Je crois qu'il ne faut pas qu'elles viennent casser cette dynamique-là. Ce que je dis, c'est que nous sommes dans un moment un peu historique de la France où des réformes sont enfin en train de se faire, vont dans le bon sens, avec du pragmatisme, et qu'il faut laisser faire ces réformes à la condition que ces réformes, en effet, débouchent
sur de la création de richesse, et je crois que c'est le cas actuellement, et qu'on partage la richesse après. Et c'est ça qui me paraît fondamental. On a l'impression d'avoir un partage de la richesse un peu plus favorable. Mais le partage de la richesse va se faire aussi par la baisse des impôts. Je suis désolé de vous en parler aussi brutalement que ça. Elle se fait par le fait que nos entreprises vont mieux, qu'elles dégagent plus de marge et plus de bénéfices. Ces bénéfices permettent de payer des impôts. Première chose, à tous les étages du compte d'exploitation d'ailleurs, l'IS, etc. Donc plus une entreprise... Je ne comprends pas les salaires parce que les impôts ont trop augmenté ou sont encore trop importants. Deuxièmement, si vous voulez, c'est l'augmentation des salaires, je vais y revenir. Mais je pense qu'en effet, lorsque vous avez dégagé de la richesse et des profits, vous pouvez l'utiliser pour la partager avec l'État sous forme d'impôts et la partager avec vos salariés sous forme idéalement de rémunération variable. La hausse des salaires, c'est quelque chose que chaque entreprise doit décider. Parfois, c'est modéré, parfois, c'est beaucoup. On rattrape. Mais est-ce que ça ne devrait pas s'accélérer vu que la croissance est là Vous savez, maintenant? nous, on est plutôt en train de se dire il faut mettre en place des systèmes de rémunération variables. Pourquoi ? Parce que l'intéressement, la participation, l'actionnariat salarié, les bonus, les primes, c'est très important parce qu'une entreprise est précaire, elle est fragile. Elle peut bien marcher une année et l'année suivante ou l'année après se retrouve en difficulté. Si vous êtes en augmentation de salaire importante tous les ans, vous risquez en effet et vous mettez à mal la compétitivité future de l'entreprise. Il vaut mieux partager Air France, la richesse. Prenons un exemple très concret. Il y a des bénéfices chez Air France, les salariés se sont mis en grève, demandent 6% d'augmentation. Est-ce que vous jugez que leur demande est totalement illégitime ou est-ce que Air France pourrait en effet leur accorder une certaine gratification pour les résultats? Mais c'est un débat éternel dans les entreprises. C'est que Air France, nous le savons, est une entreprise comme la SNCF qui doit se réformer beaucoup plus, qui n'est pas encore compétitive dans un monde qui est très compétitif, avec des compagnies aériennes, Lufthansa entre européennes, mais des compagnies qui viennent du Moyen-Orient, du Proche-Orient, qui sont extrêmement compétitives. Nous sommes dans un marché mondial, un marché en croissance. La France, là encore, a une très belle entreprise qui s'appelle Air France. Il faut être raisonnable sur les augmentations de salaire. 6%, vous mettez de nouveau à mal la compétitivité d'Air France à terme. Elle est juste je dirais, en convalescence, cette entreprise. Il y a encore énormément de problèmes et des problèmes de compétitivité. Donc, ce n'est pas le moment d'augmenter les salaires. Je pense que d'augmenter les salaires, sans doute, de façon modérée. Je crois que le président d'Air France a proposé 1%, mais avec des formules d'intéressement qui ont été bien améliorées, très améliorées. Et je trouve que cette rémunération variable, c'est ça qu'il faut faire dans la plupart des entreprises, parce que vous ne mettez pas à mal l'outil de travail à terme. En Allemagne, on profite de la croissance pour, dans certains secteurs, diminuer encore le temps de travail. 28 heures dans la métallurgie, ça vous inspire ? Oui, mais si vous voulez, là, de nouveau, on n'est pas comme en Allemagne. L'Allemagne a fait son miracle économie depuis 10 ans, grâce à des réformes courageuses, d'ailleurs, de Schröder-Hartz, en 2003. Il a pris la main, ils ont fait des réformes, et depuis 10 ans, 15 ans, eh bien, l'Allemagne va très très bien. Elle a 5% de chômage, ce qui est extraordinaire, on en a 9 en France. Ils ont un excédent du commerce extérieur de 250 milliards, nous avons moins 60 milliards, donc l'économie allemande va bien. Et ils ont modéré les salaires depuis 15 ans, il n'y a pas eu des hausses incroyables de salaire. Alors en effet, ils viennent de négocier un accord, mais ce n'est pas un accord de descendre à 28 heures, c'est un accord de volontariat, de variabilité, pour descendre éventuellement à 28 heures dans certaines entreprises, dans certaines branches, négociées par entreprise. Tout ça est très... Donc vous dites que ce n'est pas le moment. On va rester sur cette question des salaires et du pouvoir d'achat. C'est intéressant, mais c'est négocié. Ceux qui nous écoutent sont très intéressés par cette question de 2% de croissance. Est-ce que c'est le sens de l'histoire quand même, la réduction du temps de travail? Quand ça va mieux, est-ce que l'idée c'est quand même effectivement d'aller au-delà dans la réduction du temps de travail, la répartition du travail? Mais écoutez, je pense que ça dépend vraiment des entreprises. Je pense qu'il faut donner la possibilité aux entreprises, aux chefs d'entreprise avec ses salariés, de dire, moi, voilà, je suis mère de famille, j'ai 4 enfants à la maison, j'aimerais travailler 15 heures, 20 heures, 28 heures. Eh bien, on doit donner la possibilité aux gens de pouvoir le faire. C'est du temps partiel, mais c'est aussi de la... Bon. Ensuite, si vous voulez, vous savez que, en général, en France, nous ne travaillons pas assez, quand même, par semaine, par an. Il faut continuer d'harmoniser cette durée du temps de travail, notamment au niveau européen, mais donner la possibilité aux entreprises et aux salariés, lorsqu'ils le peuvent, lorsque l'entreprise va bien, lorsqu'ils n'ont pas besoin d'être, de le faire. Vous savez qu'on a quand même des concurrents mexicains, chinois, etc., qui travaillent beaucoup plus que 35 heures par semaine. Après, je pense que, de nouveau, c'est un cas d'école par entreprise, c'est un cas qu'il faut négocier entreprise par entreprise. Je reviens en parler de la durée du travail, mais c'est aussi toujours lié au salaire, et c'est une question très concrète qui intéresse ceux qui nous écoutent et nous regardent. Il y a une cagnotte fiscale de 4 milliards pour le gouvernement, parce que la croissance est là. Est-ce que vous ne pensez pas que cette cagnotte doit servir pas seulement au désendettement de la France, comme le veut le faire le gouvernement, mais à une augmentation des salaires ou de certains dans la fonction
publique qui sont mal payés. Est-ce que ce serait un dû ? Mais si vous voulez, on a un endettement de 2000 milliards, un an de PIB, et on a 60 milliards de déficit par an. Et on vient de très très loin. Il faut se désendetter, il faut réduire le déficit. Lorsque vous êtes un ménage très très endetté aussi, et que vous êtes parfois interdit bancaire, que vous avez des revenus qui sont rentrés, est-ce que vous croyez qu'il faut dépenser ces revenus ? Non. Il faut sortir de l'interdit bancaire et il faut se désendetter. Je pense que c'est de la bonne gestion et qui permettra de créer une économie qui va mieux. Et vous savez, en fait, ce que je constate aujourd'hui, et c'est la bonne nouvelle, c'est que les chefs d'entreprise retrouvent des marges depuis 4 ans, depuis le pacte de responsabilité et le CICE d'ailleurs, en partie, le pacte de responsabilité que nous avons négocié, que nous avons voulu, donc ça c'est important. Et quand vous avez des marges, eh bien vous pouvez retrouver les chemins de la richesse, de la création, de l'export, de l'innovation. Et là, vous pouvez redistribuer la richesse créée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas parler de cagnotte, il faut utiliser cet argent pour continuer de faire des réformes fondamentalement, pour que tout le monde en profite dans quelques années. Pensons au miracle allemand. Réforme compliquée et douloureuse en 2003. Ce que dit Keynes, à long terme, nous serons tous morts. Donc si on nous dit vous aurez vos salaires qui augmenteront dans quelques années... Tous les pays qui ont fait des réformes de ce type-là, qui se sont désendettés, qui ont réduit leur déficit, qui ont réduit leurs dépenses publiques et donc leurs impôts, a permis de repartager à tous leurs compatriotes cette richesse créée. C'est ça qu'il faut avoir en tête. C'est absolument fondamental pour la France. Vous avez convaincu Emmanuel Macron et le gouvernement de cette ligne-là en disant laissez-nous refaire nos marges, nous entreprises, avant d'augmenter les salaires ? Mais je crois que c'est du grand pragmatisme. C'est du grand pragmatisme qui est international. Mais vous avez l'impression d'être entendu quand vous parlez à Bruno Le Maire Je pense, si vous voulez, que nous avons en face de nous des gens pragmatiques. Tout simplement pragmatiques. Et qui ont une connaissance tout simplement des rouages de base de l'économie. Et qui ont compris que l'entreprise, c'est sans doute la plus belle communauté humaine, après la famille, comme je dis souvent, qui crée la richesse d'un pays, d'un peuple. Donc vous êtes un patron des patrons heureux sous ce quinquennat Macron ? Non, je ne dirais pas ça, et ce n'est pas le cas d'être heureux ou pas heureux en tant que patron des patrons. C'est pour la France que je me bats, et c'est pour baisser le chômage. Mon ambition, c'est qu'on baisse le chômage pour que les gens retrouvent de la fierté, de l'espoir, du travail, du pouvoir d'achat. Pour faire ça, vous avez fondamentalement besoin des entreprises, qui étaient parfois un gros mot dans une majorité précédente que j'ai connue, ou qui était toujours malmenée, caricaturée. Là, nous avons en effet des gens pragmatiques qui disent mais non, l'entreprise, c'est pas un mal nécessaire, c'est une très belle communauté où on crée la richesse, l'innovation, et où on peut distribuer par les impôts à tout le monde. Je crois que ça, c'est le deuxième. Mais en début d'émission, Pierre Gattaz, vous parliez de populisme. Mais est-ce que vous ne pensez pas que les populismes montant en Europe, on le voit en Italie récemment, est-ce que ce n'est pas dû aussi à une mauvaise répartition des richesses, de gens qui disent eh bien, nous, nos salaires n'augmentent pas et nous vivons de manière difficile, compliquée au quotidien. Oui, géographiquement, vous avez parfaitement raison. Ça a expliqué le Brexit, c'est-à-dire des gens qui étaient à Londres avec des 3% de chômage à Londres, de la croissance, et puis des gens qui habitent dans les quartiers de Liverpool, etc., dans la ruralité anglaise. Oui, vous avez la même chose avec M. Trump, qui a été élu avec des gens qui n'ont pas voté pour lui. Donc s'il y avait une meilleure répartition des richesses et une augmentation des salaires, est-ce qu'on peut éviter cette montée des populismes ? Vous avez parfaitement raison. Il y a 2 défis que je me suis assigné au sein du MEDEF. Depuis 4 ans. C'est baisser le chômage au niveau national. Il faut qu'à 9%, c'est pas possible. Il faut qu'on descende à 6 ou 5%. Et après, il faut s'occuper le plus vite possible. Entre 5 et 10 ans. C'est possible, à mon avis. 10 ans, on va dire, pour descendre à 5%. Deuxième chose. D'ici 10 ans, on peut descendre à 5%. Je pense. Mais il va falloir qu'on bosse. Deuxième chose, si on descend à 5%, mais que vous avez toujours des poches de bassins d'emploi, de la ruralité ou de quartier, où ils sont à 20 ou 30%, ça ne marchera pas. Parce que vous nourrissez le désespoir, vous nourrissez le manque de fierté d'être français ou d'être européen, et vous nourrissez le populisme et l'extrémisme. C'est les 2 France. C'est les 2 France. Donc je pense que si vous voulez, il faut qu'on soit conscient de ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vais créer une fondation juste après le MEDEF, qui va essayer de pousser à l'entrepreneuriat dans tous ces quartiers et dans toute cette ruralité. Parce que vous avez des gens formidables dans ces quartiers et dans cette ruralité. Au MEDEF, nous avons lancé les déterminés il y a quelques années pour former à l'entrepreneuriat des jeunes de quartier. Ça marche merveilleusement bien. Les gens retrouvent le sourire, retrouvent l'enthousiasme, retrouvent l'espoir, retrouvent l'énergie. Quel sera le nom de cette fondation que vous allez créer ? Elle s'appellera C'est possible. D'accord, une fondation C'est possible que vous présiderez. Oui, à direction de ces quartiers-là. Direction de ces quartiers et surtout de la ruralité, les 2 à la fois, mais la quartier, on s'en est occupé au niveau du MEDEF, on s'est peu occupé encore des bassins d'emploi. Et quand vous allez en effet dans certains
quartiers, des villes moyennes ou de petites villes, eh bien, vous avez un peu peur parce que il n'y a plus d'entreprises, il n'y a plus d'usines, les gens sont là, il y a 20 ou 30% de chômage. Vous dites on peut arriver à une baisse du chômage. Vous aviez parlé d'1 million de postes de création d'emplois. Est-ce qu'on n'y est pas à ce million? À ce moment-là, vous aviez été un peu moqué. Oui, est-ce qu'on y est? Et j'assume, et Paris réussi, cher monsieur. Paris réussi, mais pourquoi? Mais parce que nous avons créé 150 000 postes en 2015, 250 000 en 2016 et 270 000 en 2017. Ça fait 650 000 en 3 ans. Donc on est sur un train d'aujourd'hui, une tendance de 250 000, voire 300 000 par an d'emplois. En n'ayant pas fait toutes les réformes, car nous avons commencé à créer de l'emploi juste sur le pacte de responsabilité et le début de hausse des marges. On n'avait pas touché au Code du travail, qui a été simplifié depuis. On n'a pas touché à la simplification de l'environnement législatif réglementaire, qui est une hérésie en France. Et on n'a pas touché à tous les problèmes de compétences. Vous vous rendez compte que si on se met tous ensemble et que ces réformes complémentaires se mettent en place, je pense que non seulement on va franchir la barre du 1 million d'emplois sous 5 ans, ce que j'avais prévu. Donc d'ici la fin de l'année, puisque vous l'avez dit fin 2013. Non, j'ai dit, non, c'était fin 2014, c'était courant 2014 que les réformes ont été mises en place. Le pacte de responsabilité a commencé à 2014, 2015. Donc 2019, 2020. Nous serons là sans doute autour de 2020. Donc vous reprenez cet engagement de 1 million d'ici 2020. Je ne reprends pas un engagement, c'est un objectif, d'abord. Et deuxièmement, en effet, nous sommes sur la tendance de le faire. Mais vous savez, il faut aller plus loin. Moi, je crois que si on veut descendre à 5 ou 6% de chômage, ce qui devrait être le cas en France, vous vous rendez compte que les Suisses sont à 3% de chômage, les Allemands à 5, les Anglais à 5. La plupart des pays européens du Nord sont entre 3 et 7 et 6. On ne va pas rester à 8, nous. Donc il faut créer un peu plus que ça. Christophe Jacubizine. Les réformes vont dans le bon sens pour faire ça, mais tout n'est pas parfait. Alors une question très concrète sur le pouvoir d'achat, parce que au 1er janvier de l'an prochain, les salaires vont baisser en moyenne de 10%, le salaire net, puisqu'on va avoir le prélèvement à la source. Alors ça dépendra de la fiscalité de chacun, mais en gros il va y avoir un effet feuille de paie où on va voir les salaires de tout le monde baisser tout d'un coup. Est-ce que vous n'avez pas peur que c'est un effet psychologique, même si on ne paiera plus par tiers ou par mensualité, mais est-ce que le fait que le salaire net baisse n'aura pas un effet psychologique désastreux pour la croissance? Il y a cette semaine un papier dans le sens, le premier, dans un nouveau magazine dont nous saluons la parution, hein, c'est le magazine Vraiment, et il parle en moyenne 10% d'impact sur la note, la feuille de paye mensuelle. Oui, si vous voulez, nous sommes très inquiets sur le prélèvement à la source. Nous l'avons dit depuis 3-4 ans, que c'était dans les projets du gouvernement précédent. Nous sommes toujours opposés, je dirais, à le faire brutalement, sans préparation, qui va consister en effet à montrer qu'un salarié qui avait 1 000 euros ou 2 000 euros de brut va se retrouver avec 1 500 ou 1 600 de net affichés, parce que l'impôt aura été prélevé. Et que son voisin, décolleteur-régleur, qui touchait aussi 2 000 euros, touchera toujours 2 000 euros parce que son imposition est différente. Donc vous voyez qu'en effet, on va se retrouver avec nos collaborateurs, nos salariés, qui vont dire « mais j'ai pris 10% en moins, j'ai pris 20% en moins, et mon copain à côté, il a eu moins 5% seulement. » Non mais au-delà de la comparaison, ça peut avoir un effet récessif sur la consommation. Moi, je crains qu'on ait un gros problème psychologique à gérer, peut-être récessif, peut-être, et que nous allons en plus transformer les chefs d'entreprise, notamment les plus petites PME, que j'ai toujours en tête, parce qu'ils sont dans une complexité administrative incroyable. Il faut leur libérer l'esprit de tout ça. Mais vous réclamez un moratoire sur le prélèvement à la source? On va leur demander d'être collecteurs d'impôts aux entreprises. On va leur demander d'être conseillers auprès des salariés, parce que tous les salariés vont venir en disant « mais je ne comprends pas, j'avais 2 000 euros au mois de décembre, maintenant j'ai Est-ce que vous demandez, est-ce que vous réclamez un moratoire au gouvernement? Moi, je demande à ce qu'on soit très prudent. Je demande en effet qu'il y ait un moratoire. En tout cas, je demande à ce qu'on puisse, si vous voulez, beaucoup mieux préparer ce sujet. Vous vous souvenez, il y avait le RSI à une époque qui existe toujours, qui a été mal préparé. Ça a conduit à 10, 15, 20% de problèmes énormes. Vous dites que les patrons ne sont pas prêts pour faire le prélèvement à la source l'année prochaine? Nous sommes en convalescence économique aujourd'hui. Je dis qu'il faut garder la confiance des chefs d'entreprise et la confiance de nos collaborateurs qui est aujourd'hui dans une dynamique de croissance et de confiance. Vous demandez un an de plus, pas en Moi, 2019, je pense que l'année ce serait suivante? intéressant de pouvoir au moins décaler d'un an de plus pour faire des tests complémentaires. Toutes les gens qui sont en rémunération variable, par exemple, les commerçants, etc., qui n'ont pas un fixe, qui ont un fixe un peu faible et un gros variable, comment vous les traitez? Parce qu'au mois de janvier, ils vont se retrouver avec une imposition globale calculée sur toute l'année. Donc on peut avoir des cas de figure, en plus de gens qui, je ne sais pas comment on va être traités, qui auront des salaires... Que vous dit le gouvernement quand vous leur dites attention, ça va avoir un effet négatif Je pense qu'il faut faire très attention. C'est un appel d'inquiétude que je souligne aujourd'hui, que j'ai encore souligné depuis quelques semaines. J'en parle très souvent.
attention à l'impact psychologique auprès des collaborateurs, des salariés, des Français, du pouvoir d'achat, de la consommation, et deuxièmement, de transformer les chefs d'entreprise en collecteurs d'impôts et en conseillers. Vous en avez parlé directement au président de la République ? Directement, oui. D'accord. Oui. Et qu'est-ce qu'il vous a dit ? Rien. Ah, c'est embêtant. Donc vous relancez cet appel et vous attendez une réponse du gouvernement. Bon. C'est une loi qui a été votée, mais des lois votées qui nous conduisent dans le mur, en tout cas. Je pense que c'est un problème de manque de préparation et d'explication, de pédagogie qu'il faut faire fortement. Parce que cette feuille de paie qui va baisser, c'est quelque chose de psychologiquement terrible. Merci pour cette réponse. Marie-Pierre Haddad nous a rejoint. Bonjour. Bonjour, de la bonjour à tous. rédaction numérique de RTL. Les premières interpellations et questions de ceux qui nous regardent et nous écoutent. Oui. Bonjour Pierre Gattaz. Bonjour. Alors sur Facebook, j'ai sélectionné un commentaire d'Étienne. Il dit « On renforce le contrôle des chômeurs, ok, mais renforce-t-on les contrôles pour les entreprises qui font du black, des malversations et qui trichent ?» Est-ce qu'il faut faire un contrôle ? Oui, mais écoutez, il y a eu des tas de choses qui ont été faites pour les entreprises, pour renforcer l'éthique. La loi Sapin 2, encore une fois, qui a été votée il y a quelques mois, où, vont continuer de renforcer un certain nombre d'éthiques, de contrôles. Nous sommes dans des entreprises, vous savez, tous ces contrôles sont faits depuis des années et sont encore en train d'être renforcés. Donc je pense qu'aujourd'hui, la France est le pays où on contrôle le plus les entreprises. Et donc, trop. je pense que... Mais sans doute trop. Pourquoi ? Parce que notre administration, aujourd'hui, est sur un mode d'une culture, sans doute ancestrale en France, de contrainte, contrôle, sanction. Alors que dans le monde anglo-saxon et dans d'autres pays européens, vous êtes dans un mode d'administration qui est dans le mode conseil, incitation, motivation, accompagnement. Eh bien, je crois que ce serait beaucoup mieux, en effet, que collectivement, lorsqu'un inspecteur de l'URSSAF ou du travail vient, ou des impôts vient dans une entreprise, qu'avant de sortir je dirais le procès verbal, etc., eh bien, je pense qu'on devrait travailler ensemble en disant je suis désolé, je n'ai pas vu parce qu'il y a 3600 pages au Code du travail ou qu'il y a 80 codes, etc. Je suis désolé. Et ensemble, surtout pour les start-up, les petites entreprises, essayons d'avoir des gens qui veulent faire réussir la France. Alors, autre question. Et donc faire réussir les entreprises. Et moi, je rêverais d'un monde français où l'administration soit beaucoup plus en conseil, en accompagnement. Par contre, lorsqu'il y a récidive, et là, en effet, les sanctions. Une autre question, Marie-Pierre, de Olivier. Il y avait aussi une autre question d'Olivier, c'est ça, vous lisez dans mes pensées, qui veut savoir, pour les recruteurs et les patrons qui ne répondent pas aux candidatures et aux CV qui leur sont envoyés, est-ce qu'il ne faudrait pas faire une obligation de réponse, justement ? C'est vraiment quelque chose qui est revenu souvent de la part des internautes. On envoie des CV, on n'a jamais de réponse. Oui, c'est pas bien, je suis d'accord avec vous, c'est pas bien, j'ai dû sans doute recevoir des CV sans réponse moi-même. Sans doute, j'ai dû le faire. Parce que vous avez des tas de papiers, Est-ce que vous vous engagez à le faire maintenant ? Je pense qu'il faut le faire plus régulièrement. Je pense que c'est une preuve de politesse et de respect de l'autre. Et c'est fondamental. Alors, comme d'habitude, si vous voulez rajouter une contrainte, une obligation, une des milliers d'obligations que nous avons, je dirais, à respecter, je pense que ce ne serait pas la bonne solution. Par contre, faire un appel au civisme, au respect de l'autre, qui vous envoie un CV et de répondre non, je ne peux pas, ou non, je ne peux pas regarder maintenant, ou non, je n'ai pas le besoin, ou oui, venez me voir, je pense que ce sera un minimum, même de répondre non très poliment. Donc Pierre Gattaz, on va arriver juste au terme de cette première partie. Vous prenez l'engagement, vous, j'imagine que vous allez embaucher quelques personnes pour votre fondation. Tous ceux qui vous écriront, vous leur donnerez une réponse. J'essaierai. Ah, bah j'essaierai. I try harder. Ok, encore un petit effort, quoi. Non, mais globalement, si vous voulez, bien sûr, il faut le faire. Il faut le faire, et parfois, on le reçoit de plus en plus par mail. Et par mail, c'est facile à dire. Non, je n'ai pas le besoin. Merci, je regarde. Juste un petit mot qui permet en 3 mots d'accuser réception. Se sentir en et vous avez concerné, raison. c'est très fréquent. Vous avez raison. Merci, Pierre Gattaz. On vous retrouve dans quelques minutes après une pause. À tout de suite. Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI. Invité aujourd'hui, Pierre Gattaz, président du MEDEF. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Avec à mes côtés Christophe Jacubizine de TF1 LCI et Guillaume Roquette du Figaro. Pierre Gattaz, autre actualité de cette semaine, c'est bien sûr la mise en examen de Nicolas Sarkozy et son placement sous contrôle judiciaire. Vous l'avez connu, le président Sarkozy, vous avez travaillé avec lui en tant que patron du MEDEF. Est-ce que vous trouvez que la justice en fait trop ou que Nicolas Sarkozy est aujourd'hui un injusticiable comme un autre ? Écoutez, je n'ai aucun commentaire à faire sur ce sujet. C'est une affaire de justice, que la justice fasse son travail et que la défense se mette en œuvre. Il dit que ça abîme l'image de la fonction présidentielle.
Écoutez, je n'ai pas du tout de commentaires à faire. Alors c'est entendu, vous n'avez pas de commentaires à faire sur ça. Bah, vous pouvez le faire en tant que citoyen, mais vous ne le souhaitez pas. Oui, même en tant que citoyen, voilà, je ne sais pas et voilà, je n'ai pas de commentaires à faire. Sur la droite, Christophe Jacubizine. Oui, on vous a entendu pendant la première partie de l'émission être plutôt satisfait des réformes menées par Emmanuel Macron. Est-ce que vous estimez aujourd'hui que vous êtes mieux défendu par ce gouvernement que par l'opposition des Républicains? On a vu que certains députés LR avaient voté contre, par exemple, les ordonnances travail. Est-ce que, au fond, Macron est plus libéral que la droite? Encore une fois, je crois qu'il est pragmatique. Et ce mot me paraît essentiel. Je pense que si vous voulez, notre classe politique, de droite et de gauche, devrait d'abord voyager beaucoup plus pour aller voir les miracles de Singapour, d'Hong Kong, du Canada. Vous parlez des Républicains de Laurent Wauquiez, là? Je parle des deux partis, ex-partis, qui faisaient la majorité française il y a encore quelques mois. Mais je parle les LR de tous et le PS. Et je pense qu'il devrait aussi avoir une expérience en entreprise, notamment de monter un petit commerce pendant 1 an ou de monter un cabinet de conseil avec leur argent et en embauchant. Et je pense que notre classe politique, qui souvent nous donne des leçons depuis des années, a mis à mal l'économie française depuis 30 ans. Ça devrait être un préalable à l'élection. Je pense que franchement, et ce qui nous fait plaisir aujourd'hui, c'est d'avoir un gouvernement tout simplement pragmatique, qui ne dit pas que l'entreprise est à gauche ou à droite, qui ne nourrit pas la lutte entre les salariés et les patrons, qui ne parle pas de cadeaux aux patrons, etc., de façon incessante. Et ça, je pense que c'est formidable de se dire, ça redonne une image de la France, une France attractive, qui va travailler sur la compétitivité de son économie. C'est du pragmatisme, c'est comme ça que tous les miracles économiques ça vaut pour des leaders comme Laurent Wauquiez, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'il n'a pas l'expérience de l'entreprise suffisante pour comprendre? Je pense qu'on ne parle pas assez d'économie. On ne parle pas assez d'économie, d'ailleurs, aussi au MEDEF, dans ma propre institution, chez les partenaires sociaux, chez les syndicats, d'une façon générale dans les politiques. Et aujourd'hui, vous ne répondez pas à la question sur Laurent Wauquiez en particulier. Parce que je ne suis pas en train d'écouter les partis politiques et les déclarations des uns et des autres. Ce que je dis, c'est qu'on devrait travailler beaucoup plus sur l'économique et beaucoup moins sur des thèmes socio-sociétaux, même s'ils sont extrêmement importants, mais ils ne sont d'autant plus importants que si l'économie va bien. Quand une entreprise ou un pays marche bien, avec des excédents, des profits, etc., vous pouvez en effet distribuer beaucoup plus de richesses à vos fournisseurs aussi, à vos salariés, faire de l'environnemental, etc. Lorsque vous êtes en survie, lorsqu'un pays est en survie, ou lorsqu'une entreprise encore plus est en survie, vous essayez de sortir de la survie. Donc l'écologie, c'est pas prioritaire aujourd'hui. C'est fondamentalement prioritaire. Pourquoi? Parce que je suis pour que ça dure et qu'une entreprise dure, elle doit faire 3 choses, et je l'incarne par ma société radiale, de l'excellence économique d'une part, profondément humaine d'autre part, profondément respectueuse de l'environnement. Si vous voulez durer, si vous voulez attirer les jeunes et si vous voulez ne pas polluer votre planète, vous êtes dans ce triptyque absolument fondamental. Sauf que, de nouveau en France, nous souhaitons mettre des lois, des textes de loi, des règlements pour, de nouveau, mettre ça en carcan. Et je dis non. Guillaume Roquette. Quand vous entendez un vice-président des Républicains, Guillaume Pelletier pour ne pas le nommer, reprendre à son compte un slogan du nouveau parti anticapitaliste « Nos vies valent mieux que leurs profits », qu'est-ce que ça vous inspire? Mais je ne sais pas sur quel contexte et sur quel... Mais il l'a dit dans une émission, Guillaume Pelletier, nos vies valent mieux que leurs profits. Mais bien évidemment que vous ne pouvez pas mettre des vies en jeu face à des profits, bien évidemment. Mais il faut arrêter de penser que l'entreprise est un lieu de profit insupportable, d'exploitation du peuple par quelques-uns. Je dirais ces images d'Épinal qui ne restent quasiment plus qu'en France. J'ai bougé beaucoup depuis 30 ans et j'ai vu ces miracles de pays émerger, devenir et partager cette richesse avec des concitoyens, leurs concitoyens qui ont progressé dans l'enthousiasme, l'énergie, l'optimisme. Eh bien, juste pour vous dire que nous sommes à ce tournant-là au niveau de l'histoire de France. Et tant mieux. Après les 30 glorieuses, Nicolas Bavrez a parlé des 30 piteuses. Oui, nous sommes peut-être sans doute en train de sortir des 30 piteuses. Créons les 30 audacieuses. C'est le titre d'un de mes livres d'ailleurs que j'ai publié il y a quelques mois ou quelques années. Il faut créer les 30 audacieuses françaises. Mais pour partager cette richesse pour tous, c'est-à-dire descendre le chômage, redonner de l'enthousiasme, de la fierté des Français. Vous parlez d'image d'Épinal, Pierre Gattaz. Pour revenir aux grèves à venir, est-ce que vous n'avez pas, vous aussi, des images un peu caricaturales de la société française, en estimant que les cheminots, que les fonctionnaires, mais finalement, ce sont aussi des nantis et des privilégiés, et qu'ils peuvent faire un effort? Est-ce qu'ils sont si privilégiés que cela aujourd'hui? Est-ce que la remise en question de leur statut est si importante pour le redémarrage de l'économie française? D'abord, j'ai jamais dit ça. Deuxièmement, dans ma propre famille, j'ai des fonctionnaires avec... voilà. Non, mais troisièmement, au MEDEF. J'ai beaucoup de respect pour chacun des fonctionnaires, qui sont des gens très souvent admirables, engagés. Et ça, c'est formidable.
Par contre, c'est le système qui broie, c'est le système qui démotive, c'est le système qui est devenu un peu hors de contrôle. C'est le système où vous avez... Mais est-ce qu'il faut revenir sur l'emploi à vie pour être très concret? Est-ce que vous pensez qu'il faut revenir sur l'emploi à vie dans la fonction publique? Écoutez, pourquoi il y aurait des gens qui auraient de l'emploi à vie et d'autres qui n'auraient pas de l'emploi à vie? Déjà, première question. Alors ensuite, vous pouvez regarder les fonctions régaliennes. Quand vous êtes gendarme ou militaire, ça peut sans doute se justifier. Il y a d'autres endroits où, parce qu'il y a une mondialisation de l'économie, ou parce que vous mettez sous concurrence un certain nombre d'institutions, la CNCF qui va se retrouver dans un vent de la concurrence. Et vous savez qu'un peu de concurrence fait progresser les gens, tout simplement. La compétition fait progresser les gens. Vous êtes d'accord pour qu'on remette en cause ce statut de oui, mais une fois que vous avez dit cet objectif-là, peut-être que vous pouvez le faire de façon calme, de façon dans le temps, et de faire en sorte que vous ne touchez pas au statut des fonctionnaires qui existent aujourd'hui, mais ceux qui rentrent, en effet, comme jeunes fonctionnaires, auraient un statut différent. Ça ne me choque pas. Mais vous ne comprenez pas du tout les revendications, par exemple, des cheminots qui disent on a des conditions de travail pénibles, qu'on n'est pas si bien payé que ça, malgré toutes les... Mais si vous voulez, après, il faut regarder les comparaisons internationales. Il faut juste regarder les comparaisons internationales, notamment avec la Bundesband et d'autres. Voilà. Et nous sommes dans un marché mondial et nous savons que nous devons nous réformer et que la France doit se réformer. Donc faisons-le avec les gens concernés, faisons-le avec les cheminots, mais en expliquant où est-ce qu'on veut aller. 2020, 2025, 2030. C'est quoi la SNCF de 2030 ? Eh bien, ce sera sans doute une SNCF plus compétitive, plus attractive. On aura peut-être des autres Européens qui viendront avec un statut un peu différent. Les syndicats disent casse du service public. Pour éventuellement équiper le monde de trains et de rails Est-ce que ça passe par français ou européens. Pourquoi pas? C'est ça, c'est ce projet global d'enthousiasme qu'il faut diffuser. On n'a pas de vision. Est-ce que cet enthousiasme, il sera plus facile à mettre en œuvre dans une entreprise ouverte au privé? Est-ce que vous êtes favorable à ce qu'on maintienne la SNCF 100% capitaux publics? Écoutez, j'ai pas de... Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits, si vous voulez, où vous devez mettre de la compétition et privatiser lorsque les investissements sont pas trop lourds. Et c'est tout le problème des fonctions régaliennes. Est-ce que la SNCF, on sait que le réseau ferroviaire est extrêmement coûteux d'installation et de maintenance. Donc, est-ce qu'une société privée peut le faire? Je ne crois pas. Donc, vous avez forcément des endroits où l'État doit intervenir. L'État, c'est les dépenses publiques et c'est les impôts que nous payons. Donc, en retour des impôts que nous payons tous, nous avons besoin d'un service qui tient la route quand même, de trains qui ne sont pas en retard, etc. etc. Donc, je pense que, si vous voulez, il faut introduire sans doute dans certains domaines une dose plus ou moins forte de privatisation, parce que ce ne sont plus des fonctions régaliennes. Dans les télécoms, on le sait tout à fait. Et puis, vous avez d'autres endroits où peut-être qu'il faut garder une sorte je dirais, d'équilibre entre des capitaux privés et des capitaux publics. Par exemple, la SNCF, à terme, ça a vocation à privatiser? Pour l'instant, c'est pas dans le... Ouais. Je ne sais pas. Je n'ai pas réfléchi à cette question. Je ne sais pas. Il faut juste regarder, si vous voulez, encore une fois, le projet SNCF à 2030. Il faut regarder les concurrents que nous avons en Europe. Et je pense beaucoup à la Bundesbahn, qui a fait un certain nombre de réformes. Les chemins de fer allemands. Les chemins de fer allemands qui ont fait un certain nombre de réformes et qui sont, d'après ce que j'ai compris, plus compétitifs que les chemins de fer français. Alors, je ne connais pas en détail le dossier, mais ce que je peux vous dire, c'est que par rapport à cette ambiance de marché global et européen, il faut qu'on fasse ces réformes. Et ça me paraît fondamental. Je ne sais pas, c'est une manière de dire il faudrait, mais j'ose pas trop le dire ou pas, sur la privatisation de la SNCF? Non, je ne sais pas, vraiment pas. Je suis désolé, joker, je n'ai pas d'avis, je n'ai pas étudié le dossier, mais je reviendrai pour vous dire, j'ai étudié le dossier, je pourrais vous donner une opinion. On vous prend au mot. Sur le service minimum, est-ce que vous demandez au gouvernement qu'on aille plus loin dans le service minimum pour qu'il y ait davantage de trains à la disposition des usagers en période de grève? Est-ce que c'est suffisant, le service minimum aujourd'hui? Le fret aussi, parce que beaucoup d'entreprises vont être impactées par la grève sur le fret ferroviaire. Pierre Gattaz. Écoutez, là encore, je pense qu'il faut mettre tout ce qu'il faut en place, d'abord pour qu'on puisse débattre, discuter, négocier avant l'acte de grève. Première chose, l'acte de grève ne devrait se faire qu'à l'ultime fin d'une négociation. Mais sur le service minimum. Mais ensuite, sur le service minimum, écoutez, il y a déjà des progrès qui ont été faits. Après, ce que je vois, c'est qu'il y a des détournements aujourd'hui qui font que ce sera une grève perlée, 2 jours par semaine, etc. On va voir comment ça se passe. On parlait du mail de la CGT qui conseille à ses adhérents de continuer, de désorganiser le service au-delà des 2 jours par semaine. Et là, on est dans l'irresponsabilité. Je suis désolé, si vous voulez. Si c'est quand vous êtes... il faut faire ces réformes. Il faut le faire avec le plus de concertation, de débat, de compréhension, et notamment d'un projet commun à terme. C'est irresponsable? Est-ce que c'est illégal ce que fait la CGT? Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé le problème de l'illégalité ou la légalité de ce dispositif, mais en tout cas... Guillaume Pépi a parlé il craint des actes de sabotage. Là, on est totalement dans l'illégalité et Donc vous rappelez la CGT à ses responsabilités? Bien sûr, mais bien évidemment, c'est un partenaire social national, la CGT. Il faut de la responsabilité. Alors,
Et tout acte de violence ou de sabotage est totalement à proscrire. Tout acte de violence, de quel parti que ça soit, de quelle institution ça vienne, est totalement à condamner et à proscrire. Avant de parler de chômage et de la conjoncture sur ce front-là, Christophe Jacubizine. C'est lié puisque vous nous dites qu'il faut parler mieux et davantage de l'entreprise aux Français, faire de la pédagogie. Faites-vous de la pédagogie sur le cas de l'usine Blanquefort de Ford, sur laquelle les syndicats nous alertent, notamment même les plus réformistes comme la CFTC. 50 millions d'euros d'argent public ont été donnés à Ford en échange de la promesse de garder 1 millier d'emplois sur 5 ans. Or, on arrive au bout des 5 ans et Ford se décide à fermer l'usine. Est-ce que c'est acceptable ? Moi, je suis, à terme, contre toute subvention publique. Contre toute subvention publique. Faisons de la France un environnement fiscal, social, attractif, compétitif, le meilleur du possible en Europe, le meilleur possible du monde. Et là, vous aurez des entreprises, des entrepreneurs, des investisseurs qui viendront. Parce que pas trop de contraintes, pas d'une fiscalité attractive, incitative, motivante. Et en France, on est toujours pareil. Alors, vous avez une masse d'impôts sur la tête, une masse de marge, donc vous réduisez vos marges, et après, vous avez les régions, les départements, la nation qui vient vous donner des subventions par ailleurs. Mais ces subventions, c'est aussi ce qui fait l'attractivité de la France aujourd'hui pour certaines entreprises, non ? Pour le crédit impôt recherche, oui. C'est peut-être le seul incitation fiscale que je connaisse, avec le CICE qui, malgré tout, a fait des bonnes choses, qui a permis de redonner une attractivité de nos ingénieurs en France, et bravo. Je ne connais que cette exception à la règle. Le reste du temps, nous avons des dépenses publiques à 57% du PIB en France. La question de Christophe, c'était est-ce que quand on reçoit des subventions publiques, on a une forme de devoir, notamment de préserver l'emploi, quand on est une entreprise ? Si vous voulez, encore une fois, sans doute moralement, oui, bien sûr. Bien sûr que quand vous recevez des fonds publics, moralement, vous êtes dans une région, vous êtes dans un territoire. Et je reviens à ma plus grande fierté en tant que patron de Radial, c'est d'avoir gardé mes 5 usines en France depuis que je suis là, depuis 30 ans. Mais alors vous dites au patron de Ford, vous lui dites quoi ? Après, ce que je dis à Ford, c'est que vous êtes dans un environnement de mutation, accélérée. Au MEDEF sans doute, oui, bien sûr. Et donc, la Fédération automobile. C'est un cas particulier, Ford, si vous voulez. Ils ont sans doute des problèmes de compétitivité, d'attractivité. Alors parfois mal argumentés, peu compréhensibles. Et là, on peut rentrer dans la bataille en disant, écoutez, là, vous n'êtes pas sérieux. Ça arrive que, pour certains cas de figure, je ne connais pas l'histoire de Ford, excusez-moi. Si, je devrais. Vous connaissez Blanquefort, ça fait des années que c'est un dossier brûlant dans cette région. Et souvent, le reproche est fait au MEDEF de ne pas dire des choses concrètes, d'être au plus près des problèmes des entreprises. Vous pouvez reparler de l'opération Whirlpool, vous pouvez reparler de Goodyear Amiens, Amiens Nord, Amiens Sud, souvenez-vous. Vous pouvez parler de la souterraine dans la Creuse avec cette entreprise de mécanique. À chaque fois, il y a eu des tentatives de redressement ou qui n'ont pas fonctionné. Parfois, certains, vous avez eu des syndicats extrêmement durs qui n'ont pas voulu négocier. Amiens Nord par rapport à Amiens Sud, l'usine Goodyear. Oui, mais sur Ford, qu'est-ce qu'on fait ? Ce que je dis juste, c'est que vous êtes dans un monde de mutation et de mobilité. Vous avez besoin, pour gérer les entreprises, pour être attractif, d'adaptation permanente. Pour ça, nous cultivons un système qui s'appelle la flexi-sécurité à la danoise. C'est-à-dire ne pas gêner les entreprises, quelles qu'elles soient, lorsqu'elles ont besoin de s'adapter vers le haut, vers le bas. C'est la clé. Et donc ensuite, vous laissez Ford fermer l'usine parce qu'ils ont sans doute raison, vous dites. Je continue. Et ensuite, de travailler l'employabilité à fond, l'accompagnement des salariés, l'anticipation au chômage. C'est ça la clé de tout. Bon, alors vous leur dites, ce que je dis, c'est que je ne connais pas le dossier, pas plus particulièrement de Ford. Ce que je dis, c'est que il faut travailler sur l'accompagnement des salariés à mort. Vous pouvez fermer, mais faites en sorte qu'ils soient employables ailleurs. C'est fondamental. C'est fondamental. Il faut aider nos salariés à avoir un bagage tout le long de leur vie. C'est le problème du recrutement aujourd'hui sur le chômage. Guillaume Roquette. Il y a quelques mois, votre déclaration sur le contrôle nécessaire des chômeurs, contrôle hebdomadaire ou journalier, aviez-vous dit, avait fait polémique. Le gouvernement a fait quelques annonces là-dessus. Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, les chômeurs sont suffisamment contrôlés pour s'assurer qu'ils recherchent bien du travail ? Si vous voulez, pour moi, le contrôle, ce n'est pas la sanction. Le contrôle, c'est la mesure, c'est l'accompagnement. On considère comme sanction. Non, ce n'est pas une sanction de contrôler. On est contrôlé partout. Un process industriel se contrôle, c'est de la mesure. Quand vous ne mesurez pas un process, vous ne l'améliorez pas. Ma question, c'est est-ce que le contrôle aujourd'hui est correctement fait avec les nouvelles mesures Écoutez, ce que propose Emmanuel Macron, je crois, et le gouvernement, c'est de contrôler un peu plus sur des faits, mais là encore sous forme positive et d'accompagnement. Et de renforcer ces contrôleurs conseilleurs, quelque part, je trouve que ça va dans le bon sens. Pourquoi ? Parce que nous avons deux problèmes à régler au niveau de l'assurance chômage et des populations. Vous avez d'une part des gens qui sont en extrême difficulté,
extrême difficulté, dans les bassins d'emploi où il y a 30% de chômage, ceux-là, il faut les aider. Il faut vraiment les aider à retrouver un job, à se former. Il ne faut pas qu'ils attendent 7 mois lorsqu'ils rentrent à Pôle emploi pour rentrer dans de la formation. Aujourd'hui, c'est 7 mois d'attente, vous vous rendez compte. Donc tous ces gens-là, je ne sais pas s'il y en a 10, 20, 30, 40% des 3,5 millions de chômeurs, il faut les aider. Et à l'autre bout de la chaîne, nous savons que les entreprises recherchent des compétences et ne trouvent pas aujourd'hui. Ne trouvent pas. On ne trouve pas des chauffeurs livreurs, on ne trouve pas des conducteurs de camions. 200 000 postes non pourvus, c'est ça au total? Moi, je pense intuitivement beaucoup plus. Je pense qu'il y a entre 400 et 500 000 postes non pourvus en France, dans toute la France. Tous les métiers recherchent, toutes les entreprises recherchent et ne trouvent pas facilement. Donc, si vous voulez, on a un problème entre 3,5 millions de chômeurs et vous avez 300 à 500 000 postes demandés non pourvus. Il faut remettre les morceaux en place. Juste, donc, quelles sont les solutions, si je peux me permettre? Non, mais on va en parler. Mais juste, est-ce que vous rediriez ce que vous avez dit quelques mois, Guillaume Roquette vous a posé la question, est-ce que le contrôle journalier ou hebdomadaire, vous le rediriez aujourd'hui? Non, écoutez, je dirais sous forme... Vous avez été un peu excessif. D'abord, journalier, j'avais même parlé de mensuel à une époque. Alors, on a caricaturé sur le journalier. Je pense que c'est extrême, bien évidemment. Il faut faire un contrôle régulier et qui ne soit pas un contrôle sanction, qui soit un contrôle d'accompagnement. Parce qu'en effet, on se retrouve aussi à l'autre bout de la chaîne sur des jeunes ou des moins jeunes qui savent qu'ils ont 24 mois de chômage devant eux, etc. Donc je pense que touche pas à l'indemnisation. Est-ce qu'on touche à l'indemnisation ou pas, ou à la durée de l'indemnisation? Mais après, regardons ce que font les autres pays d'Europe ou dans le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est 24 mois maximum aujourd'hui. Eh bien, ça fait partie des choses qu'il faut regarder, que je n'ai pas été capable de négocier avec les partenaires sociaux, de réduire éventuellement la durée des 24 mois. Certains pays sont à 12 mois. Vous avez aussi la dégressivité des allocations. C'est un frein au retour à l'emploi? Je pense qu'il faut inciter plus les 10-15%, parce qu'on parle de 15% de chômage, à trouver ces jobs. Et ces jobs sont importants pour l'économie française. Si nous ne trouvons pas les compétences et les talents nécessaires, nous ne baisserons pas le chômage. Donc je pense que c'est une des priorités du gouvernement, c'est d'accompagner beaucoup mieux toutes les personnes en grande difficulté dans ces bassins d'emploi d'une part, et deuxièmement, inciter les gens qui peuvent travailler à travailler. On n'a pas réussi à négocier ça avec les syndicats. C'est la limite du paritarisme, ce système français où il faut qu'on se mette d'accord à chaque fois. Oui, du coup, ça freine les réformes. Oui, je crois, si vous voulez, c'est comme l'innovation. Vous savez, vous avez deux types d'innovation. Vous avez l'incrémentale, la douce, et puis vous avez l'innovation de rupture. Je crois que le paritarisme, c'est un peu ça. On peut négocier des tas de choses avec le paritarisme, de façon, je dirais, douce, on va dire ça. On a réussi au MEDEF et avec les partenaires sociaux, que je salue, à baisser de 1 milliard les dépenses il y a un an sur l'assurance chômage. On a réussi à signer un accord tout à fait intéressant, important sur la GIRCARCO, les retraites complémentaires, en introduisant un système de décote sur cote. Donc il se passe des choses et je pense que tout n'est pas à mettre à la poubelle, bien évidemment. Par contre, on n'est pas capable, on ne s'est pas mis d'accord sur ce système de contrôle, accompagnement des chômeurs, par exemple. On ne s'est pas mis d'accord sur la durée d'indemnisation. Donc ça a des effets limités, le paritarisme. Pour vous dire que je ne suis pas contre non plus qu'un gouvernement éclairé et pragmatique, un jour, comme Schröder-Hartz, prenne la main et fasse les réformes et nous repasse la main après, lorsque nous ne sommes pas capables d'avancer. Un gouvernement éclairé, pragmatique, Emmanuel Macron vous entendra avec plaisir, j'imagine. Christophe Jacubizine. 300 à 500 000 offres d'emploi non pourvues, vous nous avez dit. Est-ce qu'il faut donner la priorité à la formation des salariés français, ou est-ce qu'il faut, à court terme ou à moyen terme, permettre à l'immigration d'être amplifiée pour fournir ces besoins de main-d'œuvre? D'abord, si vous voulez, vous avez très rapidement, l'apprentissage est la clé. L'apprentissage est la clé. Regardez le système suisse. Ils ont 3% ou 4% de chômage des jeunes, parce qu'ils ont un système d'apprentissage remarquable. Donc il faut pousser l'apprentissage. Deuxièmement, il faut pousser la formation tout le long de la vie. La formation professionnelle. Mais sur l'immigration. Sur l'immigration, la migration, est-ce qu'elle est trop restrictive, la politique française? Lorsque les gens ont des papiers légaux de réfugiés politiques parce qu'ils fuient des exactions, des crimes, etc. Je pense que le devoir d'humanité que nous avons, c'est de les intégrer dans la société française, temporairement ou définitivement, et de leur offrir un job. Donc vous demandez aux entreprises de le faire? Nous le faisons, et nous avons un groupe de travail au MEDEF qui aide ces gens qui fuient des crimes, etc., de parler le français et de s'intégrer, d'autant plus que vous trouvez des gens qui veulent bien travailler dans des métiers en manque, les plombiers, menuisiers, charpentiers, pénurie terrible de main-d'œuvre française, eh bien nous avons des gens qui peuvent faire cela. Marie-Pierre Haddad nous a rejoint à nouveau pour des questions. Oui, alors cette fois-ci, c'est toujours sur Facebook, c'est Jean-Pierre. Il veut savoir pourquoi le patronat ne s'engage pas à réduire les inégalités salariales entre les hommes et les femmes dès maintenant. Mais nous le faisons et c'est un vrai sujet. Moi, je pense que c'est un vrai sujet et qu'il faut qu'on le fasse.
Et là encore, pas suffisamment, visiblement. Pas suffisamment, c'est vrai, mais c'est en cours, ça prend du temps. Moi-même, à Radial, j'étais à 4% de différence il y a quelques années pour les femmes cadres et hommes cadres. Nous avons baissé à moins de 1%, ça va se régulariser au fur et à mesure. Je pense que c'est un bon objectif qu'il faut traiter dans le temps et je pense que c'est important, bien évidemment. Et justement, il y a un message de Denise qui dit « à travail égal, salaire égal », tout simplement. Donc, est-ce que d'après vous, votre successeur doit faire de cette lutte contre les inégalités salariales la grande cause de son mandat? Ça doit être une de ses grandes causes et je pense que c'est un bon sujet. Oui. Alors, autre sujet. Par rapport au congé paternité, Christophe Castaner est invité il y a quelques semaines à votre place et lui, il s'est dit favorable au congé paternité. Est-ce que vous y êtes favorable? Écoutez, obligatoire, congé paternité obligatoire. Moi, je pense qu'il faut faire la même chose entre congé maternité et congé paternité sur volontariat et pourquoi pas à terme. Après, sur la même période, Pierre Gattaz, sur la même période. 2 mois et demi. Ça peut se discuter à terme. Ça peut se discuter à terme. Mais vous ça êtes peut être un objectif. favorable. Ce que je voudrais éviter, de nouveau, c'est la loi et la contrainte. De nouveau, car en France, depuis 30 ans, il y a une bonne idée comme ça qui passe. Vous avez des entreprises qui le font, qui le permettent. Et vous arrosez d'une loi coercitive qui attaque tout le monde. Typiquement les 35 heures de 2001. Oui, vous êtes pour la soft law. Est-ce que c'est pas chacun, est-ce que c'est pas une déresponsabilisation et finalement le chacun pour soi? Non, parce sans la loi. Non, justement, c'est la responsabilité de tous. C'est la pédagogie, c'est la responsabilité de tous. Et je crois que c'en est beaucoup plus fort avec de la soft law, en France en tout cas, que de rajouter des lois, des contraintes qui démotivent tout le monde. Une toute dernière question. Il y a à Paris une enquête qui a été lancée par la maire de Paris sur la gratuité des transports Total à Paris. Est-ce que vous êtes favorable à ce genre d'initiative? Très rapidement. Moi, je ne suis pas pour la gratuité totale parce qu'on ne comprend plus ce qu'on paye. Et en fait, quand on a gratuité totale, il y a des gens qui payent quand même. Et vous le payez par les impôts, etc. Donc je pense que c'est à l'heure de dire c'est gratuit, qu'un service est gratuit. Il faut toujours qu'il y ait une petite cotisation pour expliquer que ce n'est pas gratuit. Et la réduction de la circulation, est-ce que c'est un handicap pour l'économie ou pas? Oui, bien sûr. La réduction, pardon, de la circulation automobile et de la vitesse. Non, attendez. La vitesse, dites-nous. En parlant de deux choses. Alors, vous avez en effet 80 km/h. Est-ce que c'est ça ne me gêne pas parce que j'ai vu qu'il y avait des statistiques, il y a c'est argumenté, etc. Et je pense que c'est sans doute une bonne mesure pour réduire l'accidentologie de certaines départementales et nationales. Pourquoi pas? Par contre, si vous voulez, la circulation. Par contre, la circulation, quand vous voulez éliminer une circulation, vous commencez à mettre en œuvre des projets alternatifs pour tous les usagers, pour tous les conducteurs qui font de banlieue à banlieue. Ce qui se passe à Paris, en effet, est assez dramatique. Donc vous dites à Anne Hidalgo, attention de ne pas être trop dogmatique. Je dis, mettons en place les systèmes qui permettent aux gens de voyager quand même. Quand vous êtes artisan, que vous êtes salarié, que vous devez vous lever à 5 h du matin pour aller à l'autre bout de Paris et que vous avez du matériel dans votre estafette, vous ne pouvez pas prendre le métro. Et donc je pense que là, en effet, on est arrivé à un moment difficile de la circulation, en tout cas à Paris. Oui. Okay. On vous a entendu sur ce sujet. Merci Pierre Gattaz, c'était votre grand jury. Merci à tous les trois, merci à tous de nous avoir suivis. Très belle semaine, à la semaine prochaine.